Ah, c'est un livre assez consistant et qui demande plusieurs, je crois, débats. On commence d'abord par qu'est-ce que vous voulez dire et comment vous définiriez les canaux d'énergie dont il s'agit euh, dans les canaux d'énergie. Oui, donc c'est les nadis en sanskrit et nadi, ça veut vouloir dire aussi la tige de la fleur. Hein, c'est avec le dé rétroflexe et ça ressemble beaucoup à nadam avec le dé ordinaire qui, lui, signifie le son intérieur et aussi la rivière. Donc, hein, pour l'oreille sanskrite, comme en français, il y a une similarité entre canaux et rivière. Et l'intéressant, donc, c'est qu'ils disent que le son intérieur est produit par le glissement de l'énergie dans les canaux, de même que l'eau qui passe dans un tuyau crée une sorte de chuintement, un petit son continu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très utile en pratique parce qu'on médite vraiment comme ça. Hein, on imagine l'énergie On qui monte. sent, c'est-à-dire ce son, on le sent quand on médite. Ben, c'est-à-dire, on se relaxe bien quand on médite, alors on commence à entendre ce grésillement, ce chuintement du silence, et on l'associe volontairement et consciemment à la sensation de glissement de l'énergie dans l'axe central ou dans les axes latéraux. Alors, donc, la définition d'un canal d'énergie, eh bien, c'est une ouverture qu'on sent dans le corps, et il y a trois canaux d'énergie principaux. L'axe central qui monte du centre du périnée jusqu'au sommet de la tête, mais qu'on fait souvent arriver pour des raisons que je vous expliquerai un peu plus tard ou que ceux qui travaillent avec moi connaissent déjà. Donc, on fait plutôt arriver au centre du front. Donc, ça, c'est le canal principal. Et puis, il y a les deux canaux latéraux pour fixer les idées. On peut les faire partir des hanches et se rejoindre un peu comme une pointe de flèche au centre du front. Ou alors, on peut faire, comme font souvent les Tibétains, les visualiser collés à l'axe central et travailler dessus très proche de l'axe central, mais quand même différent. Voilà, et donc ils disent qu'à 72 000 canaux d'énergie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand la narine fermée s'ouvre, on sent tous ces canaux d'énergie en même temps qui s'ouvrent. C'est pour ça qu'on insiste tant pour débuter à ouvrir les canaux d'énergie sur l'ouverture de la narine. Et donc, Swami Vijayanda confirmait ça. Hein, l'ouverture de la narine fermée est importante, surtout au début, pour ouvrir les canaux d'énergie. Après, on peut avoir le nez bouché par le rhume. On sentira quand même l'ouverture des canaux d'énergie. On passera au-delà de la Avoir narine bouchée aussi physiquement. le nez bouché par une déviation qui est innée. Oui, alors on peut avoir des déviations, mais à ce moment-là, on peut quand même ouvrir les canaux d'énergie parce que l'ouverture des canaux d'énergie, du point de vue neurophysiologique, ça vient du dégonflage des muqueuses du côté de la narine fermée. Et c'est un ordre qui vient si je me souviens bien, de l'hypothalamus, en tous les cas du cerveau profond, et qui ordonne au système sympathique de se stimuler du côté de la narine fermée. À ce moment-là, grâce au système sympathique, les vaisseaux se contractent et on a un corps caverneux, c'est-à-dire plein de vaisseaux. Ça fait comme des cavernes quand on coupe le tissu. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le corps caverneux. Et donc, ce corps caverneux se rétracte quand les vaisseaux se contractent, puisqu'il est fait surtout de vaisseaux. Et à ce moment-là, la narine peut s'ouvrir. Donc, il y a deux corps caverneux, un en haut et un en bas. Et le corps caverneux, donc, c'est au niveau des organes sexuels chez l'homme et chez la femme, a priori. Voilà, hein, qui permet le gonflement rapide Cette ouverture, c'est de quoi? Elle certaines est zones énergétique sexuelles. parce que si quelqu'un, par exemple, tu as pris le cas du rhume, moi j'ai pris le cas d'une fermeture à cause d'une déviation. Euh, Pratiquement et matériellement, elle est fermée, cette narine. Comment Alors, elle sera quand même un petit peu ouverte, ou même quand elle reste fermée, on peut sentir qu'elle s'ouvre. Et c'est la sensation qu'elle s'ouvre qui est le principal. Et donc, je donne comme exemple le cœur physique à gauche. Hein, ça fait 600 millions d'années que tous les animaux ont le cœur à gauche. Mais si on se concentre sur le cœur subtil à droite, on peut amener la sensation à droite. Donc, même s'il y a quelque chose d'anatomique, on peut quand même changer au niveau subtil. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, les yogis travaillent beaucoup sur le cœur subtil à droite. Et même si on a une déviation de la cloison nasale, on peut quand même travailler sur l'ouverture de la narine fermée parce que ça devient une question de sensation et non plus une question d'anatomie.
Et on a les mêmes Donc, il suffit bénéfices. d'imaginer la C'est narine. ça, imaginer, ressentir, hein, ça va ensemble. Mhm. L'imagination amène à une sensation, c'est ça ce que Tout vous à voulez fait, oui. Et la sensation amène à une imagination. C'est comme les deux faces de la même pièce. Quand on a l'habitude de la méditation, on s'aperçoit de ça. Imagination et visualisation, enfin visualisation et sensation sont les deux faces de la même pièce, donc on les travaille ensemble. C'est ce qui permet d'ailleurs de visualiser quand on a les yeux ouverts. Au fait, c'est plus difficile de voir des images mentales quand on a les yeux ouverts, mais si on sent très fortement les choses, c'est comme si on visualisait, ça revient au même. Et donc les Tibétains, ils font ça tout le temps, ils visualisent les yeux ouverts. Au début, ça paraît impossible, mais quand on comprend que la visualisation induit la sensation, donc on ressent très fortement la visualisation, les yeux ouverts, et c'est comme si on visualisait. Mais pratiquement, quel rapport, quelle relation entre narine ouverte et canaux d'énergie, ouverture des canaux d'énergie? Ben, Swami Vijayanda, il expliquait clairement, c'était le premier stade de l'ouverture des canaux d'énergie, parce que la narine ouverte ou fermée, c'est relié au centre des obstacles. Quand la narine est fermée, le centre des obstacles est partiellement stimulé. Et donc, quand on l'ouvre, le centre des obstacles est inhibé. Et à ce moment-là, le centre de l'espace pur a tendance à être stimulé. Et là, on rentre en méditation profonde. Et Et c'est donc, quoi et où le centre des obstacles? c'est dans le cerveau. Hein, Dakili Newberg en parle et il est tout le temps en balance avec le centre de l'espace pur. Dans la vie courante, on a le centre des obstacles qui est pratiquement constamment stimulé parce qu'on doit se déplacer. Hein, soit les obstacles physiques, les meubles dans la maison, les maisons, les voitures dans la rue ou les autres piétons sur le trottoir. À chaque fois, il y a des obstacles et on doit zigzaguer entre ces obstacles. Et puis ensuite, il y a les obstacles psychiques, hein, une famille, chaque personnage est comme un obstacle et puis il faut zigzaguer pour pouvoir faire son chemin dans la famille, dans les groupes, dans les communautés. Chaque personne représente un obstacle et puis il faut de nouveau zigzaguer en travers tous ces obstacles avec un sens de la diplomatie. Et voilà, hein, donc à tous les niveaux, il y a des obstacles, sauf en méditation, où là, enfin en méditation profonde, on arrive à s'identifier à l'espace pur. Donc le soi, la nature de l'esprit est très souvent comparé à l'espace pur, de même avec le divin dans les voies théistes, un Dieu est comparé au ciel, c'est-à-dire à l'espace pur, Dieu du ciel. C'est Deva, même le nom Dieu, vient de la lumière du jour, donc du ciel. Et tu as parlé des ouvertures des nadis et justement, et de Vijayananda. Justement, je me rappelle là, une fois, il m'a dit, c'est moi qui m'a ouvert les nadis. Et il était en train de parler aussi de la sexualité, qu'après avoir ouvert les nadis, il n'a eu aucune envie, en quelque sorte, sexuelle. Oui, tout à fait. Et donc, un jour, il était avec Didima, c'est-à-dire la mère de Ma et Ma elle-même. Et Ma, il revenait d'une retraite. Et Ma s'est tournée vers Didima et elle a dit Nadi Koliatse, ça veut dire en bengali, les nadis se sont ouverts. Elle l'a vu directement. Hein, elle avait cette perception. Elle n'a pas eu besoin de l'entendre témoigner de ses expériences. Elle l'a regardé, elle a dit les nadis se sont ouverts. Et pour Ma, donc c'était une phase C'est-à-dire, importante. Hein. elle n'a pas dit qu'elle lui a ouvert les nadis. Elle a Non, dit, non, ça, elle ne l'aurait pas dit. Hein, elle ne l'aurait pas dit, mais elle a constaté que c'était ouvert chez lui. Et une image que donnait Vijayananda, et il disait que le mât était comme un géant qui, avec le pouce, faisait un trou dans la montagne. Et ensuite, le disciple n'avait qu'à nettoyer les petits cailloux qui restaient pour mettre le tunnel bien propre, mais c'était le géant qui avait fait le tunnel. Donc, elle sentait ça parce qu'il était beaucoup Vijayanda en miroir de mât. Et par effet de miroir, donc, il y a des choses qui passent. Et même au niveau de l'amitié ou de l'amour, Barbara Fredrickson, qui est une spécialiste de l'altruisme, et du point de vue neuroscientifique, a montré que les cerveaux des deux gens qui étaient fortement liés par un lien d'amitié ou d'amour se mettaient en miroir. Et donc, si les cerveaux sont en miroir, les sensations sont en miroir. Donc, si Ma avait sa sushumna ouverte, naturellement, Vijayanda finissait petit à petit ou même brusquement, je ne sais pas, à sentir sa sushumna qui s'ouvrait. Donc, c'est un effet de miroir, de neurones miroirs, on peut dire, puisque maintenant on en oui, parle mais beaucoup. et cette nuance, Jacques, c'est que toi, tu dis, d'après ce que tu racontes, c'est que
Ma a vu les nadis de Vijayananda qui s'ouvrent, alors que lui, il m'a dit que c'est elle qui lui a ouvert les nadis. Donc, cette C'est-à-dire, nuance, oui, dans son état d'esprit, il attribuait tout à Ma. Il attribuait tout à Ma. Et donc, quand il sentait ses nadis qui s'ouvraient, il pensait que c'était Ma qui lui ouvrait. Une fois même, il a pensé que Ma lui avait donné un mantra parce qu'il s'était mis à le réciter. De temps en temps, Ma disait des mantras, mais sans regarder vraiment les gens, donc on ne savait pas pour qui c'était. Mais lui, il s'était approprié ce mantra. Et donc, il s'est mis à réciter son mantra et très intensément. Il était tout content d'avoir un mantra de Ma. Et il s'est mis à avoir presque des pouvoirs miraculeux. Et sans doute, Ma s'en est aperçu. Et elle lui a demandé, est-ce que tu récites un mantra? Alors, il lui a dit oui. Et elle lui a demandé, mais qui te l'a donné? Et alors, il dit, c'est vous. Et bien, à ce moment-là, elle a éclaté de rire. Et du coup, il a perdu complètement confiance dans ce mantra. Et il rajoutait que c'était sans doute parce qu'il commençait à avoir trop de pouvoir avec ce mantra. Et Ma voulait casser ça, quoi. Voulait pas qu'il se sente tout puissant avec simplement un mantra. Il pensait que c'était exagéré. Donc voilà, c'est subtil, hein, ces histoires-là. Le disciple pense que le gourou lui donne du pouvoir. D'un côté, c'est vrai. D'un autre, le gourou ne veut pas qu'il en ait trop. Donc, quelque part, il peut réguler ce pouvoir en éclatant de rire tout d'un coup, de façon imprévue, pour casser la confiance qu'avait le disciple en lui. Voilà, donc c'est des relations qui sont intéressantes parce que subtiles et des fois contradictoires. donc les deux versions sont correctes en quelque sorte. Les deux versions sont correctes quelque part, oui. Oui. Lui, il pensait que c'était Ma qui avait ouvert son indi et en même temps, il avait ouvert son indi en étant fixé sur Ma et par effet de miroir avec Ma. Mais est-ce que c'était volontaire de la part de Ma ou pas? Ma attendait sans doute qu'il soit capable d'ouvrir ses nadis en purifiant son esprit. D'ailleurs, on lui a posé cette question, elle s'est écrite dans les deux livres là de Un chemin de joie et un Français dans l'Himalaya, dans les questions-réponses, on lui a demandé, mais si Ma savait ouvrir les nadis, pourquoi elle les a pas ouverts à tout le monde? Donc, ça paraissait une bonne question. Et Vijayanda a répondu, ben, c'est que la plupart des gens, si on pousse l'ouverture de leur nadi, ils ne sauront pas supporter cette ouverture, ils auront trop d'énergie et ils feront une sorte d'état hypomaniaque, c'est-à-dire ils viendront surexcités, y compris au niveau colère et sexualité, et ça ne sera pas à leur rendre service. Donc, il faut attendre qu'ils aient fait tout le travail de préparation pour un moment, soit ouvrir leur nadi en donnant la petite pichenette finale, soit qu'ils l'ouvrent d'elles-mêmes. Mais c'est vrai qu'il disait clairement que quand on est auprès d'un gourou comme Ma, ça accélère le processus d'ouverture des nadis. On peut le faire par soi-même, vous reconnaissez aussi, mais avec quelqu'un en face de soi comme Ma, il suffisait de se mettre en miroir et là, on sentait l'ouverture qui se faisait. Jacques, c'est quoi l'ouverture des nadis? C'est un éveil ou bien une prémisse vers l'éveil? Oui, il y a des gens qui ont tendance à dire, en lisant les livres, que l'ouverture des canaux, c'est comme l'éveil c'est l'éveil de la Kundalini, et du coup, c'est la réalisation. Mais pour Vijayananda, dans sa définition, qui je pense qu'il avait beaucoup les textes de l'Inde, donc je pense qu'il était proche de la pensée des sages de l'Inde, l'éveil de la Kundalini, c'est juste le début de la vraie sadhana. C'est-à-dire, on a tellement d'énergie qu'on fait la sadhana très facilement. Ça ressemble à ce qu'on appelle asana siddhi, c'est-à-dire le pouvoir de l'asana. Hein, on peut rester 10 heures, 15 heures, 20 heures dans la même posture sans difficulté, parce que c'est comme s'il y avait un tuyau qui s'était ouvert à l'intérieur et qui nous alimentait constamment en énergie. Et il y a un récit qui est très intéressant de Kulkarni. C'est un disciple qui était proche de Ma et je vous l'ai sans doute déjà raconté, mais comme c'est vraiment lié au canot d'énergie, on peut le redire là. Il était, oui, il était euh, il était dans le petit ashram de Binpura et Ma se reposait là, donc il y avait un peu de monde, mais pas trop, il n'y avait pas les foules. Et donc lui, il aidait beaucoup pour le service avec sa femme. Et peu de jours après que moi soit arrivé, elle les a reçus et ils étaient avec le chef de l'ashram et Ma leur a demandé
est-ce que vous récitez le japa? Et alors, ils ont répondu, ben non, on n'a pas le temps, on est pris du matin au soir pour faire le service de l'ashram avec tous les gens qui sont venus pour vous voir. Et alors, le chef de l'ashram a confirmé en disant, oui, effectivement, ils nous aident beaucoup, ils travaillent du matin au soir, ils n'ont pas le temps de faire le japa. Et alors, Ma n'a rien dit, elle a simplement regardé dehors vers la Narmada. Hein, l'ashram domine de peut-être 50 mètres la Narmada, et c'est une pente assez forte. Et elle leur a dit, Samehe, c'est-à-dire il y a le temps. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Et alors ensuite, ils ont fini l'interview, puis ils sont descendus pour aller vers la Narmada, peut-être se baigner, je ne sais pas. Et il y a des escaliers qui descendent, peut-être une centaine de marches qui descendent vers la Narmada. Et ils ont trouvé Swami Bhaskarananda, qui était le bras droit de Ma, qui remontait. Et en les croisant, Bhaskarananda leur a dit, il faut que vous récitiez tel mantra 100 000 fois par jour. Et alors, 100 000 fois, ça faisait beaucoup. Et alors, ils ont dit, ben, pourquoi vous nous dites ça? Et Bhaskarananda leur a dit, je ne sais pas, ça m'est venu de l'intérieur. Et alors, bon, ils sont descendus, alors ça les a fait réfléchir. Et le soir, il y a la femme qui a dit à lui, à Kulkarni, et lui a dit, ben, il faudrait qu'on récite ce mantra. Alors, le mari a répondu, écoute, 100 000 fois, c'est très long, on le fera demain, maintenant, il faut dormir, c'est le soir. Et alors, la femme a dit, non, non, Ma nous a dit de réciter le mantra. Et puis, Bhaskarananda, sans que Ma lui ait dit, puisque c'était juste après, nous a donné le mantra. Donc, c'est une synchronicité qui est vraiment signifiante. Il faut commencer maintenant. Alors, ils ont commencé, ils ont récité. Et puis, quand ils ont fini de réciter les 100 000 fois, enfin, je dis chiffre au hasard parce que je ne me souviens plus, mais c'était un nombre important de fois. À ce moment-là, il était 4 heures du matin et c'était le moment de prendre leur bain, de faire une mini bouja et ensuite de partir pour servir les gens dans l'ashram, préparer le petit déjeuner, etc. et d'être pris toute la journée. Eh bien, ils ont fait ça pendant tout un mois. Hein, ils travaillaient toute la journée, ils récitaient le mantra toute la nuit. Ils n'ont pas fermé le l'œil de tout un mois. Et donc, on lui demandait, est-ce que vous avez eu un phénomène extraordinaire avec Ma? Et c'était l'éveil de la Kundalini. Et c'était une infirmière, une ancienne infirmière suisse, Krishna Priya, qui lui avait demandé ça lorsqu'on se rencontrait à 9 h du soir pendant la Samyam Sapta. Et il a relevé le défi et il a raconté ce souvenir. Et pour lui, c'était un des souvenirs les plus signifiants de Ma. Et c'est vrai que du point de vue physiologique, c'est vraiment pas ordinaire. Passer un mois sans dormir, c'est pas ordinaire. Mais cette ouverture des nadis peut-elle être momentanée ou elle est toujours permanente? Bien sûr, hein, ça peut s'ouvrir puis ça peut retomber. Hein, c'est pour ça qu'il faut avoir une grande discipline intérieure et que ça ne parte pas dans les exutoires habituels de l'énergie, c'est-à-dire la colère ou les relations sexuelles. Hein, ou alors tout le reste des émotions perturbatrices, la jalousie, etc. Ça occupe notre énergie, mais pendant ce temps-là, elle ne monte pas dans le canal central, donc elle ne devient pas spirituelle. Et comment peut-on sentir cette ouverture, même si elle est momentanée? Eh bien, au niveau des narines, hein, il y a cette ouverture des narines qui donne une grande énergie. C'est comme si on sentait un parfum subtil. Et on peut voir un rapport avec la réalisation du Bouddha. Hein, quand le Bouddha est venu après sa réalisation à Bénarès, c'était la saison des pluies. Et il a fait une petite maisonnette. Et sur la place de cette maisonnette, on a fait un kutir. Et on appelle cette maisonnette du Bouddha Mula Ganda Kutir, c'est-à-dire kutir la maisonnette, Ganda du parfum, Mula, racine du parfum fondamental. Et quand les canaux d'énergie s'ouvrent, ben, la narine fermée a tendance à s'ouvrir et à ce moment-là, on se met à sentir des parfums très subtils. Et une sadhana, d'après ce que j'ai lu, c'est d'aller vers des parfums de plus en plus subtils jusqu'au moment où on arrive au parfum fondamental. De même qu'on cherche le son fondamental, de même qu'on cherche la lumière fondamentale, on cherche le parfum fondamental et on associe ce parfum fondamental à la réalisation. Donc, le kutir du Bouddha qui a été réalisé, on l'appelle Mula Ganda Kutir, le kutir du parfum fondamental. Et c'est un jeu de mots aussi, parce que quand on est dans la mousson, il y a beaucoup de pluie dans la forêt et donc les racines, le sol se met à dégager une odeur très particulière et donc c'est aussi Mula Ganda, c'est le parfum des racines. Donc c'est à deux niveaux. Tu as dit que
colère, sexualité, etc., ça dissipe l'énergie, ça ferme de nouveau les nadis, c'est-à-dire? Oui, je vous ai donné aussi ce conseil de Manandamayi à Vijayananda. Elle lui a dit Bhagavan Kashakti Oui. et Kamakroda, et c'est comme ça. Et elle a fait donc ses deux doigts qui étaient à l'inverse. Ce qu'elle voulait dire, donc, c'est que quand l'énergie va dans le sens du désir sexuel intense et de la colère, ça descend dans le canal central, alors que l'énergie, la Shakti de main, elle remonte dans l'axe central. Et donc, Vijayananda, en rapportant les paroles de Ma, il disait Bhagavan Kashakti, ce qui est une faute en sanskrit en hindi. On doit dire Kishakti. Mais Ma, elle disait qu'elle parlait tutti frutti hindi, c'est-à-dire un hindi petit nègre. Donc, de temps en temps, elle se trompait de genre avec les noms parce qu'elle avait appris à l'oreille. Ce n'était pas complètement clair dans sa tête. Les gens la comprenaient, mais la grammaire n'était pas complètement au point. Et quand des gens comme Atmananda retranscrivaient en hindi ou traduisaient en anglais le langage de Ma, ben, elle arrangeait. Voilà, elle arrangeait pour que ce soit un hindi correct, que ce soit un anglais correct. Mais au fait, Vijayananda, qui a entendu Ma pendant 30 ans, elle disait que son hindi était un peu un hindi petit nègre. Et lui, il comprenait le hindi, mais pas le bengali. Donc, il entendait Ma un peu en petit nègre, mais l'énergie de Ma compensait les erreurs de grammaire. C'est-à-dire, elle avait comme langue maternelle le bengali. Elle a appris le hindi. Oui, c'est ça, elle a appris le hindi. Et en plus, le bengali, je pense qu'il y a des formes de bengali de village. Et donc, à la base, ça devait être un bengali de village. Ce n'était pas un bengali très développé. Ce n'était pas un bengali littéraire qu'elle parlait. C'était le bengali des villages. Mais bon, je pense qu'en bengali, tout le monde la comprenait parfaitement. Mais en hindi, il y avait quelques soucis. Donc, quel genre de sentiments ou d'émotions qui vont dans le sens positif d'ouvrir les nadis au lieu de les fermer? Oui, ben, déjà la bhakti, bien sûr. Hein, donc, quand Vijayananda disait c'est Ma qui m'a ouvert les nadis, c'est-à-dire cette dévotion à Ma a donné une ouverture des nadis, la dévotion à Dieu. Mais sinon, il y a aussi le sens de l'espace pur. Comme je le disais, la narine fermée est reliée au sens des obstacles parce que c'est un obstacle fondamental sur le courant des sensations. Et donc, le sens de l'espace pur aide à ouvrir la narine. C'est comme s'il y avait le petit espace en germe et le grand espace comme l'arbre ou le banyan qui se développe et qui devient une forêt à partir d'une toute petite graine. Donc, la graine d'ouverture, c'est la narine fermée qui s'ouvre et le sens de l'espace pur, de la nature de l'esprit pur, c'est en germe, enfin, c'est l'arbre qui s'est développé, le banyan qui est devenu une forêt. OK. Et donc, déjà, quel est le lien, tu viens de parler de Bouddha, mais quel est le lien entre l'ouverture des canaux d'énergie et l'observation du souffle naturel selon le Bouddha? Oui, donc, d'après le Bouddha, donc on accepte complètement son souffle naturel, c'est-à-dire on se relaxe complètement. Et à ce moment-là, on est dans cette présence au souffle et on observe tous les phénomènes du corps et de l'esprit accompagnés par ce souffle naturel. Et donc, ça permet de nettoyer au fur et à mesure toutes les tensions qui reviennent quand on observe longtemps son corps, son esprit. Il y a plein de blocages qui reviennent et on doit les gérer. Et une manière de les gérer, c'est de revenir au souffle naturel. À ce moment-là, ces obstacles se dénouent et on peut aller plus loin. Et donc, on peut dire que le souffle naturel nous aide aussi à retirer les bouchons des nadis. Et comment ça se passe? Ben, quand on est dans le souffle naturel, on se détend complètement. Quand on se détend complètement, la narine fermée s'ouvre spontanément et à ce moment-là, les nadis s'ouvrent. Donc, on pourrait dire que la narine fermée qui s'ouvre, c'est un peu comme un gros cube à la base d'une pile de cubes que font les enfants. Les enfants ont des cubes de couleur, ils font des piles avec des cubes de plus en plus petits. Et donc, l'ouverture de la narine, c'est comme déplacer le cube en bas, le faire glisser sur le sol. À ce moment-là, tous les cubes au-dessus, naturellement, se déplacent avec lui. Et de même, quand on ouvre la narine fermée, naturellement, tous les canaux s'ouvrent dans le corps et on le sent. On sent des multiples ouvertures. C'est un peu quand le printemps arrive, il y a des milliers de fleurs qui sortent dans le même pré. De même, quand le printemps de l'ouverture de la narine arrive, il y a des milliers de canaux qui s'ouvrent dans le corps. C'est pour ça que ces canaux, on ne cherche pas à les définir de façon trop précise au niveau anatomique parce qu'au fait, c'est une expérience
qui arrivent dans des tas d'endroits dans le corps. Pas partout dans le corps, mais là où il y a des blocages, ça s'ouvre. Et Jacques, quelle relation entre nadi et chakra? Alors, donc, les nadis convergent dans les chakras. Et donc, quand on ouvre les nadis, on alimente les chakras en énergie. C'est comme si on connectait des fils électriques qui arrivent à la lampe et qui en repartent. Et à ce moment-là, la lampe se met à briller. Et donc, il y a un très beau symbole du lien entre nadi et chakra. C'est le symbole de Sarnath. Nath, ça veut dire le Seigneur. Et Sara, ça veut dire au fait le canal. Mais c'est l'abréviation dans ce sens-là de Sarangana, c'est-à-dire l'animal qui a Angana, ou Saranga, pardon, qui a les membres Anga, Sara, comme des ruisseaux. Et c'est un nom poétique pour le daim. Le nom principal en sanskrit pour le daim, c'est Mrig, mais le nom poétique, c'est Saranga, c'est-à-dire celui-là qui a des membres comme des ruisseaux, parce que sa démarche est très fluide. Et donc, c'est un nom de Shiva, Saranganath, c'est-à-dire le seigneur Saranga des daims. Et donc, il y a toujours à peut-être 1 kilomètre du temple de Mulagandhakuti et du parc des daims, il y a toujours le temple de Shiva Saranganath. Donc, c'est un temple qui paraît avoir été construit au XXe siècle, mais le lieu existait déjà avant le Bouddha. Et donc, c'est un symbole, le Saranganath Shiva comme seigneur des daims. C'est le yogi qui réussit à maîtriser ses saras, c'est-à-dire ses canaux d'énergie, et qui sont souples comme des daims et qui viennent au centre du front, là où il y a la roue du dharma, où il y a la roue du pouvoir, la roue du contrôle, avec tous ces rayons qui convergent vers le centre. Donc, c'est le contrôle des courants d'énergie, des courants de sensation, et c'est être capable de les ramener au centre du front, au centre du cœur, au centre d'autres chakras principaux ou secondaires. Et ça, c'est le pouvoir du yogi, c'est le pouvoir de Shiva, c'est le pouvoir du Bouddha aussi. Et donc, le Bouddha, quand il a été au parc des daims, il a réussi à ramener ces courants d'énergie au centre du front, et c'est ça qui a éveillé en lui la roue du Dharma, qui lui a permis de mettre en branle la roue du Dharma et d'enseigner ses 5 premiers disciples au niveau sous l'arbre à Sarnath. Et c'est aussi symbolique, ces 5 disciples, ce sont les 5 sens. Donc, quand on réussit à ramener les canaux des 5 sens au centre de la conscience spirituelle, c'est-à-dire au centre du front, à ce moment-là, on progresse vers la libération, vers le nirvana, vers l'arrêt du mental. Et donc, il y a non seulement le troisième œil qui vient au centre du front, donc c'est le sens de la vue qui vient dans le chakra central du front, donc qui se met au service du spirituel en travaillant sur la lumière fondamentale. Et puis le sens de l'ouïe aussi revient au niveau du troisième œil. Donc, quand on écoute le son du silence, on l'a déjà fait ensemble, on se représente le son du silence comme produit par le centre du front. Donc, c'est la troisième oreille, l'oreille subtile. C'est encore 2 daims, les daims de l'audition qui arrivent au centre du front. Et puis ensuite, on dirige la langue vers le troisième œil. Donc, c'est le sens du goût qui se dirige vers le centre du front ici. Ça fait comme un daim ici. Et puis ensuite, on imagine que le parfum, c'est le parfum de la libération et on le sent en ouvrant la narine fermée. Donc, c'est comme si montait vers le troisième œil. Voilà. Et finalement, il y a toutes les sensations du corps qui montent vers le troisième œil, un peu comme des centaines de ruisseaux qui convergeraient dans la même gorge et qui déboucheraient dans la même mer, au même endroit, sous forme d'estuaire du fleuve. Et donc, ça, c'est la synesthésie, tout ce qui vient du toucher, donc, mais aussi c'est le sens de l'intérieur du corps qui débouche au troisième œil. Et comme ça, on offre tous ces sens au soi, au divin, à la lumière de la conscience au niveau du front. Ça correspond aussi au symbolisme de la puja. Dans la puja, on offre le feu qui représente la lumière, on offre le tissu qui représente le toucher, c'est-à-dire tous les sens qui viennent du corps. On offre la conque qui représente le son et on offre le camphre qui représente le parfum, où ici il y a les fleurs pour le parfum. Le camphre, c'est plutôt avec la flamme, donc c'est plutôt la vue. Et on offre donc des parfums qui représentent bien sûr le sens de l'odorat. Voilà, donc on offre tout ça, puis à la fin on se prosterne, et c'est-à-dire qu'on offre son ego, on s'offre soi-même.
Et donc, c'est pareil pour l'ouverture des nadis. Hein, il y a tous les sens qui sont concentrés au troisième œil, au niveau du haut de la narine, et ça permet de rassembler tout ce qui se passe dans le corps sous forme sous forme du troisième œil, et c'est le symbole donc des deux dents d'or qui regarde la roue du Dharma en or, et c'est un symbole qu'on se trouve au-dessus de la porte des temples tibétains. Au moins, s'ils sont un peu grands, il y a toujours ce symbole-là. C'est le symbole de Sarnath et c'est le symbole du yogi qui ramène tous ses sens et tous ses courants de sensations dans le centre du front ou dans un autre chakra. Ça peut être le cœur, ça peut être des fois le cou, etc. Jacques, les chakras sont au niveau de l'axe central, qui est la colonne vertébrale. Sauf des chakras secondaires comme le cœur subtil à droite. Donc, il est à droite, mais c'est aussi un chakra. On rassemble aussi ces courants d'énergie. Et il y a aussi le centre des mains au milieu des paumes. Donc, c'est dans chaque main. Ce sont des chakras secondaires, mais qui aident beaucoup quand on se concentre sur eux. Et les nadis, ils sont où? Et alors, les nadis, donc, ils ont tendance à revenir aussi dans l'axe central, mais il y en a qui partent des yeux, par exemple, hein, qui partent des yeux vers l'axe central. Voilà, il y a les trois nadis principaux. Et puis ensuite, il y a les nadis, les canaux d'énergie les canaux d'énergie de l'Ayurveda. Donc, quand on fait les massages ayurvédiques, quand on fait les zones marma, on se sert de ces canaux d'énergie. Et donc, j'avais appris à maman les noms, et les noms sont très intéressants ici, hein, parce qu'ils représentent, par exemple, le canal droit, qu'on peut associer à une sorte d'aorte d'or qui monterait jusqu'en haut de la tête. Ça s'appelle, il y a Yasha dans son nom, Yashini peut-être, ou quelque chose comme ça, parce que Nadi, c'est féminin, donc la splendeur. Et effectivement, quand on se représente un symétrique de l'aorte physique à droite et qu'on en fait une sorte de tunnel de lumière, ça donne une impression de splendeur, de rayonnement solaire. Et ça rééquilibre donc l'anxiété qui est liée à l'aorte à gauche et au battement du cœur à gauche. On le met à droite et à ce moment-là, ça devient la pure lumière et ça permet de rééquilibrer la gauche et la droite et ça permet que l'énergie aille dans l'axe central et monte dans l'axe central. Et ça, c'est le travail du Raja Yoga. Peut-on Donc, les donc noms de faire... ces nadis ont à voir avec des fonctions du yoga, des fonctions de la méditation qui permettent d'aller plus loin. Par exemple, Kurma Nadi, c'est le nadi qui monte dans la gorge du cœur, dans la gorge, et qui va, si je me souviens bien, jusqu'au troisième œil. C'est le nadi qui fait se redresser la tête. Et c'est comme la Kurma, c'est la tortue. Donc, la tortue rentre les pattes et la tête sous la coquille, c'est l'image des courants de sensation qui rentrent dans l'axe central et qui montent dans l'axe central. Donc, c'est normal que Kurma Nadi, le nadi de la tortue, aide à faire entrer l'énergie dans l'axe central et la faire ressortir sous forme spirituelle au niveau au niveau du troisième œil. Et la tortue, elle est aussi amphibie, elle vit sur terre et sous l'eau. Et donc, on pourrait dire que dans la vie courante, dans les sensations courantes du corps, on est sur terre. Et quand on rentre en méditation profonde, on est sous l'eau. On rentre dans l'océan du soi. Et donc, c'est Kurma Nadi qui permet de rentrer les courants d'énergie dans l'axe central et de faire monter l'énergie. C'est normal que ça fasse aller vers l'océan de lumière du soi qu'on visualise en général au niveau du front ou en face du front. Donc, est-ce qu'on peut faire une association entre Marma et Nadi? Oui, bien sûr, oui, oui. Hein, et entre Nadi et méditation. Et là, il faut connaître les canaux décrits par les marmas, connaître leurs fonctions et faire le lien avec les expériences de méditation. Donc, voudrais faire un article là-dessus. Voilà, mais je n'ai pas eu le temps, mais j'ai commencé à lire la description des marmas et des nadis selon l'Ayurveda. Et je pense qu'il y a de quoi faire un texte vraiment intéressant. Donc, Nadi peut être Marma ou c'est autre chose ou bien... Les marmas, c'est des zones et les nadis, c'est ce qui relie ces zones. Voilà, donc c'est des canaux qui vont d'une zone à l'autre. Et on parle de point marma, mais c'est une erreur. J'ai lu attentivement dans ce que disait David Frolet, qui est un spécialiste de ces questions-là. Et il était en lien avec Mananda Mayi, d'ailleurs, David Frolet. Et donc, il dit, au fait, c'est plutôt des zones. Hein. Par exemple, au niveau du cœur, la zone marma,
ça fait 4 doigts de large. Donc, 4 doigts, c'est pratiquement une main. Donc, voilà, ça fait cette distance-là. Donc, ce n'est pas du tout un point, c'est une zone. Et donc, au niveau massage, on sait qu'on doit masser large. Ainsi, le point Marma minimum, c'est un travers de doigt. Donc, c'est assez petit. Mais Donc, là, on va masser normalement, avec le bout du pouce. Mais si c'est une zone Marma qu'on décrit comme 4 pouces de large, 4 doigts de large, à ce moment-là, on massera avec toute la main. mais normalement, Marma a une existence matérielle, alors que Nadi, c'est plutôt énergétique, non? Ben, Marma, c'est aussi énergétique. Bon, on dit c'est dans une zone du corps, mais si on stimule cette zone du corps, on aura l'énergie du Marma. Donc, ça se tient. Mhm. Ben, et justement, y a-t-il une zone de chevauchement entre méditation vipassana et l'ouverture des canaux d'énergie? Oui, hein, par exemple, dans une forme de Vipassana qui est très populaire maintenant sur la planète, qui est le Vipassana de Goenka, qui semble avoir été systématisé vers la fin du 19e siècle en Birmanie, mais qui est quand même bien enraciné dans la tradition du Bouddha de toute façon. On balaye le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on balaye le corps? On voit des zones qui sont tendues. Hein, c'est la première chose qui revient à la conscience et qui sont reliées au stress, en fait, puisque le stress est une urgence. Le stress envoie les messages en premier au corps pour qu'il réagisse. Par exemple, si on balaye son visage, on verra deux zones de tension principales entre les sourcils et dans les mâchoires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sentir les zones complémentaires ou aveugles qu'on ne sent pas au début, c'est-à-dire c'est les zones qui ne correspondent pas au stress, mais qui correspondent à la paix. Et par exemple, il y a une zone qu'on ne sent jamais quand on est stressé, c'est au-dessus de la lèvre supérieure. Peut-être parce qu'il n'y a pas de muscles qui sont reliés au stress. Et donc, on ne sent jamais cette zone. Donc, si volontairement on va la sentir, eh bien, on rééquilibre le stress, on désagrège le stress. C'est comme si on prenait le stress à contre-pied qui tombe. Voilà, et pareil pour le milieu du front et la moitié supérieure du front, ça dégage l'énergie qui est entre les sourcils, ça dégage l'énergie du stress vers le haut, et donc on rééquilibre le stress en faisant ça. Donc ce sont des zones anti-stress, les zones aveugles, les zones complémentaires, c'est Et c'est synonyme. quoi? Donc, tu peux répéter les zones anti-stress? Les zones anti-stress, eh ben, tu as par exemple au-dessus de la lèvre supérieure, Hmm. la zone à la base de la narine aussi, Hmm. hein, parce que ça attire l'énergie du nez vers le bas. Et donc, quand quelqu'un vous stresse, qu'on l'aime pas, on dit je l'ai dans le nez. Et Hmm. donc, une manière de sortir du stress, c'est d'amener l'énergie à la base du nez pour qu'elle puisse être évacuée. Hmm. Hein. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui vous opprime, qui vous domine, on dit il me mène par le bout du nez. Hmm. Donc, le bout du nez, de nouveau, c'est vers l'avant. Et si on fait revenir d'un centimètre en arrière, on se séparera de la sensation du bout du nez et plus personne pourra nous mener par le bout du nez parce qu'on sera dans la sensation de la dent de fouet. Ben, justement, Donc, ça, dans la marmathérapie, on appuie beaucoup là, dans cette zone. alors, au-dessus de la lèvre supérieure ou à la base du bout du À nez? la base du nez. À la base du nez, ah oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hmm. Oui, oui, c'est des zones qui permettent de déstresser parce que le stress se met dans le bout du nez, se met Hmm. à la base des narines. Et donc, si on appuie juste derrière, eh bien, on est suffisamment proche du point pour que le corps sente que c'est relié, mais suffisamment séparé du point pour qu'il y ait un changement. Donc, ça, c'est important à comprendre en réflexothérapie. Ça peut être bien de masser proche de la zone de tension pas trop loin, mais pas trop près non plus. Si c'est trop près, le corps confond les deux. Et si c'est trop loin, il ne fait pas le rapport. Donc, c'est bien que ce soit ni trop proche ni trop loin. C'est comme la Lune et la Terre. Hein, les deux sont à distance modérée, moyennant quoi la force de gravité peut jouer. Mais la Terre n'est pas attirée par une autre galaxie parce que c'est trop loin, même si l'autre galaxie a une masse énorme. Voilà, Oui, donc et ça, donc c'est ça, important c'est à un comprendre. point. Et l'autre? Les autres? Et les autres, eh ben, il y a le milieu du front, donc qui permet de faire monter l'énergie déjà des mâchoires, mais surtout de l'énergie de tension entre l'énergie de colère entre les sourcils. Donc, ça fait monter hein, cette énergie, donc ça la disperse. Et Shiva, quand il est en colère, il émet un cône de feu à partir de l'espace entre ses sourcils, et donc il brûle ses ennemis comme ça. Mais si on veut monter vers la paix, à ce moment-là, il faut aller quelques centimètres plus haut, sentir le milieu du front, sentir la moitié supérieure du front, Hmm. Et ou justement, sentir les tempes. Ça cette, aide aussi à dégager vers l'arrière
vers le côté l'énergie de tension. Et du coup, en EMD, pas en EMDR, en EFT, Emotional Freedom Therapy, donc la thérapie de libération émotionnelle, on tapote le milieu du front, donc ça dégage vers le haut la tension entre les sourcils, et ensuite on tapote le milieu des sourcils, donc ça dégage sur les côtés le milieu, la tension entre les sourcils, et ensuite on tapote le milieu de la base des orbites, et donc ça dégage vers le bas l'énergie qui est coincée entre les sourcils. Et ensuite on tapote au-dessus de la lèvre supérieure, donc ça dégage encore vers le bas à la verticale, cette énergie au centre au centre de tension entre les sourcils. L'image qui me vient à l'esprit, elle est un peu violente, mais on peut imaginer que la tension entre les sourcils soit une étoile de mer et qu'on tire sur tous les bras de l'étoile de mer, et comme ça, elle est écartelée. Voilà. Et Jacques, et cette pratique qu'on vient de faire là dans la méditation, c'est quoi? Et c'est la première fois que tu l'utilises, oui, enfin, à ma connaissance. Oui, c'est vrai qu'avec le groupe libanais, je ne l'ai pas fait souvent. Avec les autres groupes, je le fais assez souvent. Et donc, c'est le lâcher de main. Et j'ai appris ça d'un Français qui a passé 18-20 ans dans l'Himalaya, au Népal et au début à Dharamsala, pour apprendre avec les maîtres tibétains. Il a même été disciple du jeune tuteur du Dalai Lama. Donc, voilà, hein, pour avoir connu le tuteur du Dalai Lama, il est dans les années 70 à Dharamsala, le jeune tuteur du Dalai Lama, parce qu'il y avait le jeune et l'âgé. L'âgé était déjà mort, le jeune était très âgé, mais était encore vivant. Et donc, il a étudié avec lui. Et puis, il a étudié aussi avec Trulshik Rinpoche, qui était le maître de tous les Nyingmapa, qui a succédé à Dilgo Khyentse Rinpoche, qui lui-même a succédé à Mingyo Rinpoche. Donc, les deux, Mingyo et Dilgo, ont été les maîtres de Dalai Lama. Et le Trulshik Rinpoche a été le maître de Lama Nawang Rigzin, qui est toujours vivant. Ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles, mais j'ai appris avec lui cette pratique du lâcher de main. Et Mingyo Rinpoche l'a fait pratiquer. De rassembler les stress, oui, tout ce qui ne va pas dans le corps et l'esprit, on rassemble ça dans les mains. Vous savez sans doute que les mains ont une grande projection dans l'homunculus de Penfield. L'homunculus de Penfield, c'est la projection du corps sur le cortex cérébral. Et c'est une projection qui est un peu rigolote parce qu'elle est défermée et ça fait un peu ubuesque. Donc, il y a des grandes mains, il y a un grand ventre, il y a une grande zone sexuelle, il y a des grands pieds. Mais par contre, le dos est tout petit, la tête est assez grande. Voilà, donc ça fait un homme déformé. Mais donc, on comprend facilement que si on se concentre sur les mains, notre conscience est très bien absorbée. C'est aussi pour ça qu'on fait des mudras, des gestes avec les mains. Mais justement, il y a le Mahamudra là où on fait comme ça avec les mains. Oui, c'est ça. Ben là, c'est un peu différent, c'est comme ça. Mais ça aide à lâcher tout et tous ces soucis d'un seul coup. C'est comme justement, si moi, j'ai vu des yogis qui font ça après en fin de méditation. Ils élèvent les mains et puis ils les font descendre comme ça, tomber justement sur les cuisses. Oui, ben ça m'intéresse parce que je connaissais cette méthode comme tibétaine, mais je ne la connaissais pas comme dans le yoga hindou. Mais si tu me le dis, tu te souviens d'où tu as vu ça? Ben, il me semble à Rishikesh, mais maintenant que je me souviens, et moi-même, je la fais souvent. Et là, tu m'as étonné en utilisant. Je me suis dit, tiens, mais c'est une autre origine, mais c'est la même chose en quelque sorte. Oui, ben, tu sais, le yoga, ça a une origine. Moi, je l'ai appris et je l'ai fait depuis une dizaine d'années. Mais maintenant, tu fais quelque chose que je connais, mais un petit peu différemment. Oui, c'est ça. Hein? Et le Hatha Yoga, de toute façon, il y a une origine tantrique et les pratiques tibétaines, il y a aussi une origine tantrique. Donc, il y a un tronc commun. C'est le bassin du Gange et l'Inde tantrique. Et moi, le fait de faire descendre, de faire tomber les mains comme ça au milieu des cuisses, c'est vraiment très relaxant en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et on dit quand on est très surpris et que son mental s'arrête tellement on est surpris, on dit en français les bras m'en tombent. Je ne sais pas si on le dit en arabe aussi. Comment? Qu'est-ce qu'on dit? Les bras m'en tombent.
Oui, Tu vois, on oui, est comme oui, ça, oui. hein, tellement on est Oui, surpris, les bras m'en tombent. exactement, on dit ça exactement en arabe. Usqita min bayni yadayh, c'est-à-dire, ça se fait tomber les mains. Oui, 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 oui. Donc, c'est qu'on est tellement surpris que son mental s'arrête. Et Ouais, donc, à l'inverse, quand on fait tomber les bras, le mental s'arrête. ouais, ouais. Et tu as dit, Jacques, que Vipassana a été élaboré le 19e siècle, alors que eux, ils disent que ça remonte jusqu'à Bouddha. Le Bouddha, c'est lui-même. Alors, oui, mais cette technique du balayage des corps systématique, d'après ce que j'ai entendu dire, il faudrait vérifier dans les textes de Goenka, mais ça a été mis en forme exactement par le maître du maître Doubakin qui remonte à peu près à la fin du 19e. Voilà. Hmm. Mais la base de observer les sensations objectivement, sans les laisser diffuser, ça, c'est clairement dans l'enseignement du Bouddha. On Mais le trouve dans les textes, tu et, dis? et on trouve dans le texte l'observation objective des sensations, mais on ne trouve pas le balayage du corps. Et Hmm. alors, d'ailleurs, c'est très intéressant, quand j'ai fait avec 150 personnes cette semaine, avec Alan Wallace, donc on lui a posé des questions sur le Vipassana de Goenka. Et lui, il connaît très bien les textes, il sait le pali, il a étudié les textes en pali, il a travaillé avec des maîtres pali pendant 1 an au Sri Lanka, et puis il est toujours en correspondance avec Bhikkhu Bodhi, qui est aussi américain, qui est un très grand spécialiste des textes en pali, qui est le successeur en quelque sorte de Nyanaponika Thera, qui a fait la Buddhist Publication Society. Donc, Bhikkhu Bodhi donne des cours tous les jours à la Buddhist Publication Society en face du lac de Kandy. Donc, ce sont des grands spécialistes des textes de Theravada. Donc, s'il a des doutes, il téléphone ou il envoie un mail à Bhikkhu Bodhi et Bhikkhu Bodhi lui répond. Voilà, donc c'est une bonne collaboration. Oui, c'est ce qu'il Et a dit. donc, il a fait le stage avec Goenka de 10 jours et à la fin, Goenka a accepté de donner des entretiens privés. Donc, il a été le voir et il lui a dit quelles sont vos sources scripturaires. Et alors, il a dit ben, c'est le Satipatthana Sutta. Et donc, poliment, Alan Wallace lui a dit non, il n'y a pas de description du balayage du corps dans le Satipatthana Sutta. Et alors, il a dit si, si, quand il dit de voir les aspects impurs du corps. Donc, le Bouddha demande de se représenter le foie, la rate, l'estomac, les jambes, en disant que c'est impur. Et au fait, donc, Alan Wallace n'est pas d'accord parce que c'est juste une technique pour se dégoûter de son propre corps et d'être moins attaché aux impulsions du corps. Mais ce n'est pas une technique de balayage de toutes les sensations du corps. C'est juste visualiser le cerveau, la rate, comme c'est impur, comme c'est dégoûtant, comme ça va pourrir. Et Donc, donc, c'est une c'est très différent. interprétation, disons, de ce texte. Oui, c'est une interprétation, mais assez tirée par les cheveux. Voilà. Et donc, je pense que là, c'est Alan Wallace qui a raison. Mais bon, par rapport au reste du Vipassana, c'est-à-dire prendre les sensations telles qu'elles sont et les accompagner avec le souffle, etc., tout ça, ça correspond bien à l'enseignement du Bouddha, il n'y a aucun doute. Oui, Donc, ce n'est mais pas très loin de l'enseignement du Bouddha, mais il y a quand même une interprétation et c'est pour ça qu'on dit que ça remonte, cette méthode de balayage du corps très systématique, ça remonte à la fin du 19e à la Birmanie. Et c'est une méthode où on sent bien les points d'acupuncture, on sent des actions réflexes comme en acupuncture. Donc, c'est peut-être pas étonnant que ce soit né en Birmanie, qui est voisine de la Chine. Mais le Ça, c'est balayage mon en tant que idée. Hein. tel, on le trouve ailleurs. Par exemple, le yoga nidra. Il y a un balayage dans le yoga nidra. Alors oui, il y a un balayage dans le Yoga Nidra et il y a un balayage dans le Nyasa des Brahmines. Hein. Donc Satyananda, quand il a fait le Yoga Nidra, il a repris ça du Nyasa des Brahmines et quand ils font leur puja, les Brahmanes ou les Brahmines, hein, c'est pareil, se touchent des zones du corps, voilà, en récitant des mantras et en visualisant l'image de leur Ishtadevata, par exemple. Et donc, ce balayage du corps vient de se toucher des Brahmines. Voilà. Mais c'est quand même un peu différent du Vipassana où on reste du temps dans chaque zone du corps et on n'impose rien, on fait que ressentir ce qui remonte. Donc, le Yoga Nidra, c'est actif, c'est un peu C'est hypnotique. semblable. Et yoga nidra, c'est déjà depuis quand? Satyananda, c'est quand? Ben, Satyananda, c'est 1970. C'est pas l'école de Shivananda?
Mais Shivananda ne parle pas de yoga nidra, c'est Satyananda qui, en voyant les méthodes de relaxation occidentales, il dit nous aussi, on peut faire une relaxation avec le yoga. Et il a repris le nyasa et il en a fait une méthode de relaxation avec balayage du corps. Peut-être même il avait entendu parler déjà de ce vipassana de Mais Ubakin. justement, parce que ce balayage, on le trouve dans plusieurs méthodes actuellement, pas que le vipassana. Est-ce que c'est en provenance de vipassana ou bien c'est déjà des sources différentes? Ben, il y a des équivalences. Hein. Je pense que ce nyasa est une sorte d'équivalence de vipassana, mais quand même avec des différences importantes. Et donc, en relaxation occidentale aussi, on fait le balayage du corps. Hein, et donc, je pense que c'est une méthode simple qui peut avoir plusieurs souffles, mais après, il faut voir la profondeur avec laquelle c'est fait. Hein, donc, de chez Satyananda, il s'en sert de façon plutôt auto-hypnotique. Hein, il n'est pas trop à l'écoute des parties du corps, il cherche juste à les sentir puis à passer à la suivante. Donc, c'est plus rapide comme cadence. Et du coup, Satyananda, c'est on un va moins disciple loin de dans Shivananda? l'étude des sensations. Pardon? Satyananda, c'est un disciple de Oui, Shivananda? c'est ça, mais quand on lit les textes de Shivananda, on ne voit pas ce Yoga Nidra qui balaye le corps, c'est clairement Satyananda qui l'a fait comme une sorte de kriya en rassemblant Oui, d'autres choses. mais elle est très pratiquée euh, dans l'ashram de Shivananda à Rishikesh. Elle est Mais oui, conseillée même. maintenant, parce que voilà, ils ont trouvé que c'était intéressant. Enfin, je pense, hein, et même si ça vient de Shivananda, je ne vois pas de description de ce balayage rapide du corps dans les textes du yoga. Hein, il y a, par exemple, Allison qui a fait une histoire du yoga, et ce serait intéressant de voir quel texte il rapproche de Yoga Nidra. Peut-être que l'on n'aura pas trouvé. Hein, mais j'ai le livre, j'ai acheté le livre, enfin, ou plutôt on me l'a donné en cadeau, mais je ne l'ai pas encore lu, mais je regarderai ça justement. C'est Donc, intéressant. entre Vipassana, Yoga Nidra, bah, on ne sait Le pas, Nyasa de la Puja des Brahmanes, voilà, il y a des et on sait pas équivalences. l'origine exacte du balayage. Ben, écoute, donc la méditation sur l'impureté du corps et les organes du corps comme impurs, c'est un lien quand même lointain, il faut être honnête. Hein, c'est relier ça au Vipassana tel que le fait le Goenka maintenant, c'est lointain. Donc, c'était l'objection de Alan Wallace, mais Alan Wallace, il est mesuré. Hein. Il dit c'est pas parce que c'est pas dans les textes du Bouddha que ça marche pas. Et Ouais. c'est ce que dit Tenzin Palmo aussi très clairement. Elle dit tout ce qui aide à la méditation est dharma, c'est-à-dire est juste. C'est une parole du Bouddha. Hein. Tenzin Palmo le cite ça comme une parole du Bouddha. Et donc, le Bouddha laissait le champ à d'autres pratiques méditatives. Il donnait une pratique de base, mais après, si on voulait faire cette pratique de base un peu différemment ou en s'aidant d'un support un peu différent, il n'était pas contre en disant cette parole, tout ce qui est dharma, tout ce qui vous aide à la méditation est dharma, c'est-à-dire est juste finalement, est cohérent. Et pour revenir à la question de l'ouverture des canaux d'énergie, Jacques, est-ce qu'il y a des Oui, est-ce qu'il y a des contre-indications des effets, ou des effets secondaires du travail de l'ouverture des canaux d'énergie? oui, c'est ça. Les gens qui connaissent ça, qui l'ont fait à fond, disent que c'est beaucoup mieux de le faire en retraite. Hein, et c'est assez facile à comprendre. Donc, Vijanda le disait souvent, parce que quand on travaille à fond, déjà, ça prend du temps. Mais en plus, les résultats sont un éveil d'énergie. On en a déjà parlé. Hein, ça donne un état hypomaniaque si on ne maîtrise pas. Et on pourrait dire dans le langage tibétain que ça donne la maladie de l'excès de Lung. Lung, ça veut dire énergie, c'est prana en sanskrit. Et donc, Tenzin Palmo en parlait lors de son dernier interview. Et là, justement, j'ai transcrit ce qu'elle en dit en anglais. Et je suis à la fin de la transcription, là. Et donc, cette maladie d'excès de Lung, ben, c'est un problème parce que ça donne des maladies psychiques de style hyperexcitation, on bloque complètement, on est à la fois excité et paralysé. Et puis, une hypomanie, donc en termes psychiatriques. Et puis, au niveau physique, ça peut même rendre malade. Et elle dit clairement, et Vijayanda le disait aussi, quand on s'est bien coincé le prana en forçant, en ouvrant trop vite les canaux d'énergie, à ce moment-là, on a du mal à corriger le tir parce que voilà, c'est des nœuds profonds.
Et puis, voilà, donc ça intensifie aussi des contradictions intérieures qu'on a. Si on n'a pas assez purifié son mental avant de faire l'ouverture des canaux d'énergie, les contradictions intérieures qu'on a deviennent beaucoup plus fortes. Et à force de tirer en nous par des contradictions, ça finit par lâcher. Et là, on a des problèmes. C'est-à-dire, personnellement, j'ai entendu parler plusieurs maîtres que il y a deux pôles. Il y a l'expérience dans la méditation, donc l'ouverture des énergies, mais il faut toujours qu'elle soit synchronisée par une stabilité dans le corps. Et cette stabilité, essentiellement, on l'acquiert par le hatha yoga et les postures de yoga. Donc, et c'est pour ça qu'il conseille toujours que toute méditation doit être en même temps accompagnée par une pratique du hatha yoga pour la recherche de la stabilité. Oui, alors, et donc, dans le bouddhisme tibétain, il parle de 3 éléments, la relaxation, la stabilité et la vivacité de l'esprit. Et il compare ça aux racines d'un arbre, au tronc et au feuillage. Et donc, la Donc, stabilité de l'esprit, relaxation et quoi, la deuxième? relaxation, stabilité et vivacité de l'esprit. Et vivacité. Donc, racines, tronc et feuillage. Oui, donc, est-ce que tu es d'accord que la stabilité, c'est essentiellement, on peut l'acquérir par le hatha yoga ou bien les exercices Alors, bon, c'est sûr que c'est bien que le corps ait une participation par le chant sacré, par la marche méditative, par le hatha yoga, par d'autres mouvements que le hatha yoga. Et donc, il faut qu'il y ait une participation corporelle, mais ce n'est pas le seul élément de la stabilité. La stabilité de l'attention, c'est tout un programme. Donc là, il y a tout ce livre qui va paraître, qu'on a traduit de l'américain, que je viens de relire et d'envoyer à la personne qui doit le faire passer à Marc de Smet. Et donc, cette attention, donc, eh ben, il y a des exercices spécifiques pour la stabiliser. Voilà. Hein. Et puis, bien sûr, les yama, l'éthique, c'est un grand facteur de stabilisation aussi. Hein. Quand on a un comportement éthique, à ce moment-là, le mental est beaucoup plus stable. Donc, c'est la stabilisation, on appellerait ça samadhi. Hein. C'est un mot qu'utilise aussi le bouddhiste Theravada. Et on parle de Adi Samadhi, c'est-à-dire la stabilisation fondamentale, et on dit que c'est relié à Adi Shila, c'est-à-dire l'éthique fondamentale, un comportement juste fondamentalement. Donc, à ce moment-là, quand on est très juste, à ce moment-là, c'est facile de devenir très absorbé. Et quand on devient fondamentalement absorbé, on atteint Adi Panya, Adi Prajna en sanskrit, c'est-à-dire la sagesse fondamentale. Hein, donc, c'est un peu comme les 3 phalanges d'un doigt. Hein, on commence par Adi Shila et puis on va vers Adi Samadhi et on arrive à Adi Panya, c'est-à-dire on commence par une justesse de comportement fondamental. Ensuite, on arrive à une justesse d'absorption fondamentale et finalement, on aboutit à une justesse de sagesse fondamentale. Mais il y en a qui disent aussi qu'il faut faire les 3 en parallèle, c'est-à-dire qu'il faut un peu de sagesse pour commencer à corriger son comportement et un peu d'absorption pour pouvoir modifier son comportement aussi. Donc, c'est à la fois parallèle et convergent, ou alors successif, on peut dire les deux. Et c'est quoi ces pratiques pour la stabilité de l'attention dont tu parles? Oui, donc il y a l'entraînement à l'attention, il y a la détente du corps par la détente du souffle. Ça permet déjà de maintenir l'attention plus grandement. Et puis ensuite, à prolonger son temps d'attention. Bon, il y a par exemple le comptage des respirations, compter jusqu'à fin des 1 sans être distrait, par exemple. Les Tibétains disent si on réussit à compter 21 respirations en étant pleinement dans son souffle, on peut commencer les autres pratiques de méditation parce qu'on a la base d'attention qui est nécessaire. On peut dire que l'attention, c'est un peu comme aiguiser un couteau ou un bistouri. Hein, le chirurgien ne pourra pas opérer s'il n'a pas un bistouri qui était aiguisé. Il ne pourra rien faire. Hein, voilà. Donc, l'attention, c'est la porte d'entrée pour toutes les méditations. Et donc, la développer, il y a le comptage, il y a l'observation du souffle, il y a suivre des canaux d'énergie dans le corps, il y a s'absorber dans un chakra, s'absorber dans une qualité positive. Hein, Patanjali en parle, le Bouddha en parle aussi beaucoup. Observer, classer les événements de notre mental avec des étiquettes simples,
Hein. Donc, le Bouddha donne par exemple les 3 étiquettes, sensation agréable, sensation désagréable, sensation neutre. Ça permet de faire un premier classement dans le fouillis de notre mental. Il donne 3 autres étiquettes importantes qu'on peut relier quand on sait faire avec les premières, c'est-à-dire l'impermanence, la frustration et l'absence d'individualité propre. Donc, on peut étiqueter ces sensations en disant est-ce que je sens la permanence dedans, est-ce que je sens la frustration, est-ce que je sens l'absence d'individualité propre. Donc, ça permet de mettre de l'ordre dans le fouillis intérieur. Et puis, sinon, il y a les 5 obstacles, c'est-à-dire qui marchent par 2 pour 4 d'entre eux, l'agitation mentale et la somnolence, le plaisir et la souffrance, c'est-à-dire qui donne le plaisir qui donne l'avidité et la souffrance qui donne l'aversion. Donc, c'est aussi 2 obstacles considérables. Et puis, le 5e qui vient de tout ça, c'est le doute. Hein, quand on est ballotté par l'avidité, l'aversion et par la somnolence et l'agitation mentale, on n'est pas clair dans sa tête, donc on a plein de doutes. Voilà, donc ça, c'est les 5 obstacles. Donc, si on étiquette nos réactions intérieures en fonction de ces 5 obstacles, on clarifie beaucoup le mental et on développe l'attention. Hein, l'attention en sanskrit, c'est smriti. Enfin, le smriti, c'est mémoire, et ça a donné sati en pali, et c'est le mot qu'emploie, un des 2 mots qu'emploie, ou un des 3 mots qu'emploie le Bouddha pour l'attention. Donc, sati, c'est l'attention, c'est trier dans sa mémoire les souvenirs qui sont sains et les développer, et les souvenirs qui ne sont pas sains et les couper à la racine. Donc, ça demande de l'attention au sens ordinaire du terme, mais c'est quelque chose qui est beaucoup basé sur le travail de mémoire, hein, qui a toute cette remémoration des événements profonds qui reviennent à notre mémoire. Et donc, le second type d'attention qui est utile, c'est sam prajñata en sanskrit, c'est-à-dire la connaissance sam globale et qui fait progresser. Donc, c'est plus l'attention ponctuelle sur un point ou sur le souffle, c'est une attention plus générale. On fait attention, par exemple, à sa posture de méditation. On fait attention à ce qu'on a mangé avant la méditation pour ne pas dormir, manger ni trop ni trop peu. Si on a mangé trop peu, on pense qu'à la nourriture, ce n'est pas bon non plus. Et donc, on ne jeûne pas trop, on ne mange pas trop. Et puis, on pense à organiser un endroit qui soit propice à la méditation, suffisamment calme, où il n'y ait pas de gens agressifs autour de nous, il n'y ait pas de bruit, etc. Et donc, c'est toutes ces conditions optimales pour la méditation qu'on cherche à réunir. Ça, c'est plus l'attention à l'instant présent, c'est savoir faire une stratégie pour favoriser la méditation. Et cette stratégie, on appelle ça samprajna. Donc, c'est l'attention qu'on peut dire contextuelle par rapport à l'attention ponctuelle, et les 2 sont utiles. Et il y a une attention qui est inutile, c'est l'attention automatique qu'on appelle manasika. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, on fait attention. Hein, et donc, c'est une attention qui est finalement synonyme des distractions, parce que les distractions, on y fait attention, hein, mais ce n'est pas une attention qui soit utile parce que ça se disperse. Les enfants, ils sont beaucoup dans ce type d'attention, une attention aux distractions. Les animaux tu aussi. peux reprendre donc les 5 obstacles, agitation mentale, et c'est quoi autre? Somnolence, qui est l'opposé de l'agitation mentale, et puis il y a l'avidité, qui est l'opposé de l'aversion, et puis il y a le doute, qui est le résultat de tout ça. Avidité et le doute. OK. Et donc, il faut toujours surmonter ces 5 obstacles? Oui, oui, oui. Et ensuite, il y a les 7 facteurs d'éveil, et puis il y a d'autres listes du Bouddha. Donc, le Bouddha nous donne des grilles de lecture et nous dit de les appliquer au fouillis de notre mental, et comme ça, on apprend à s'y repérer. Et on sait beaucoup mieux progresser comme ça. On développe la vision claire. La vision claire, c'est pas simplement l'attention flottante, ou c'est même pas vraiment l'attention flottante, c'est appliquer les grilles de lecture du Bouddha à son psychisme et comme ça progresser. Mais pour ça, il faut être dans le présent, c'est sûr, et il faut avoir une attention de base, c'est sûr. Ça n'a aucun doute. Jacques, on vient de terminer 4 débats sur le mariage intérieur pour commencer avec ce nouveau livre, Ouvrir. Mais quel est le rapport entre l'ouverture des canaux d'énergie et le mariage intérieur dont on a parlé précédemment? Oui, bon, quand on a ouvert les canaux d'énergie, on a beaucoup d'énergie. Donc, il faut la rassembler dans des chakras, il faut les rassembler dans l'axe central. Et les canaux qui viennent de gauche sont assimilés au féminin, ceux de droite au masculin. Et donc, quand les canaux sont ouverts et se rencontrent, eh bien, notre
énergie amoureuse est stabilisée parce qu'elle a ce qu'elle veut profondément, c'est-à-dire une union stable du féminin et du masculin. Et déjà, dans l'ouverture du fond de la narine, du corps caverneux au fond de la narine, par la stimulation sympathique unilatérale du corps caverneux, donc, il y a un rapport avec la sexualité et l'amour, parce qu'il n'y a que deux endroits où il y a le corps caverneux, au fond de la narine et autour de l'urètre ou autour du vagin. Hein, voilà. Et donc, ce corps caverneux, il peut gonfler facilement avec la stimulation du système autonome. Et souvent, on observe dans le corps une symétrie entre le haut et le bas. La symétrie, donc, céphalo-caudale. Caudale, ça veut dire la queue, c'est-à-dire le bassin. Et au début, donc, l'embryon est symétrique. Et puis, plus il se développe, plus il y a des différences entre le haut et le bas. Mais au début, il y a beaucoup de liens entre le haut et le bas. Et donc, ce corps caverneux qui existe en haut et en bas est un lien important. Et Freud avait une correspondance assez nourrie avec un ami qui était un ORL à Berlin. Je crois qu'ils étaient Wilhelm Fleiss, F-L-I-S-Z. Et donc, ce Wilhelm Fleiss s'intéressait beaucoup au côté sexuel et aux répercussions sur l'inconscient des narines. Hein. Et donc, eux, ils ouvraient les narines aussi, mais c'était en utilisant la cocaïne. Et puis, c'est simplement quand Freud a commencé à avoir une destruction de la cloison nasale à cause de l'abus de cocaïne qu'il s'est arrêté. Et il y a une critique de Freud, une anglaise très bien informée, qui a écrit un livre, Freud fallacy, c'est-à-dire le mensonge de Freud, la fausseté de Freud. Et dedans, elle insiste beaucoup sur cette prise de cocaïne de Freud. Et la cocaïne, ça donne un mental très rigide. Et juste après avoir arrêté la cocaïne, il a fait la psychanalyse avec des règles très rigides et l'expulsion de tous ceux qu'il critiquait dans sa chapelle psychanalytique qui est devenue une secte et ensuite une église. Hein, voilà. Mais à la base, il y a cette rigidité de Freud que d'après cette critique anglaise qui a fait tout un livre là-dessus, qu'elle rapporte à la consommation de cocaïne. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est Freud qui prescrit l'utilisation de la cocaïne ou bien… Ben, il en avait parlé avec Wilhelm Fleiss et il trouvait ça très intéressant. Comme souvent avec les drogues, on voit d'abord les effets positifs de stimulation de l'esprit et ensuite simplement on voit les effets secondaires. On a fait ça avec le LSD, on a fait ça avec des tas de drogues. Hein, et donc là, ils sont aperçus des effets secondaires. Donc Freud s'en est aperçu quand il a vu que le cartilage de son nez commençait à être détruit par la cocaïne. Là, il a dû s'arrêter. Mais avant, ils pensaient que c'était bien, qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, mais ils n'avaient pas vu aussi les effets secondaires avec son ami Wilhelm Fleiss de psychorigidité. Et donc, ça… Il a testé donc la cocaïne, Freud? Ben oui, c'est ça, et pendant un certain temps. Il en parle dans ses écrits? Alors oui, elle donne les citations. Elle donne les citations. Au début, il ne pensait pas qu'il y avait des effets secondaires, qu'au contraire, ça allait beaucoup aider l'étude de l'inconscient, etc. Il y en a qui toujours donnent des produits pour étudier l'inconscient. Voilà. Et, les chamans, ils font ça aussi avec l'ayahuasca, etc. Des produits psychotropes pour étudier l'inconscient. Donc, Freud avait ici avec la cocaïne. Ça n'a pas été une réussite, d'autant plus que donc, ça lui a donné sans doute une grande psychorigidité. On dit que la cocaïne, c'est la drogue des dictateurs. Et d'après les critiques, Freud était un dictateur dans son école psychanalytique. Il ne tolérait pas la contradiction. Et à chaque fois qu'il avait un disciple qui avait un vrai sentiment, une vraie expérience en psychanalyse, du coup, il développait des choses un peu différentes de Freud, des choses personnelles, il se faisait éliminer. Hein, ça a été le cas de… Alors, Frankel, je ne sais pas s'il a connu Freud directement, mais Otto Rank a été éliminé, Wilhelm Reich a été éliminé, Carl Gustav Jung a été éliminé. Tous ceux qui avaient vraiment quelque chose à dire, ils ont été éliminés parce qu'il avait un côté dictateur. Et qu'est-ce que tu appelles énergie amoureuse stabilisée que tu viens d'utiliser maintenant? Swami Vivekananda faisait souvent remarquer que l'amour humain habituel, c'était comme la svastika. Hein, la svastika, il y a 6 éléments. Il y a les 2 grands éléments qui sont comme ça, et puis il y a des petits éléments au bout de chaque grand élément. Donc, c'est une croix qui tourne et ça représente le désir physique. Hein, il y a constamment, à chaque génération,
les hommes qui courent après les femmes qui courent après les hommes, et ils se rencontrent physiquement, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. L'orgasme, l'union complète physique, ça ne dure pas longtemps. Et puis après, il y a la dualité qui reprend, les disputes de couple qui reprennent, etc. Et même si certains couples sont plus harmonieux que d'autres. Et donc, dans le mariage intérieur, c'est le chatcone qui est le symbole, c'est-à-dire l'étoile à 6 angles, qui est le même symbole que le sceau de Salomon, qu'on appelle aussi étoile de David. Et donc, il y a ces deux triangles qui sont imbriqués. Le triangle vers le haut, ça représente le masculin, c'est comme la pilosité pubienne de l'homme qui part vers le haut. Le triangle vers le bas, ça représente le féminin parce que la pilosité pubienne de la femme est plus horizontale en haut, elle monte moins haut. Et donc, l'union des deux, ça fait l'union stable du masculin et du féminin. Et au centre de cette union, il y a le soi. Et donc, cette union stable, elle n'est pas possible au niveau physique, mais par contre, elle est possible au niveau énergétique quand on prend l'habitude de faire converger les canaux d'énergie gauche et droit, ça donne une confluence qui est stable, comme la confluence de deux rivières. Même pendant nos rêves, ça continue à confluer. Et à ce moment-là, on a ce sentiment relativement permanent de l'union du masculin et du féminin. Et c'est là que le mental peut vraiment s'arrêter. Swamiji insistait là-dessus, il y revenait souvent. Jacques, est-ce que cette structure commune aux êtres humains inscrite dans son corps peut expliquer la similarité des symboles retrouvés dans différentes traditions, comme vous l'avez déjà montré dans le mariage intérieur? Oui, c'est ça. Hein. Donc, si on s'intéresse à l'anatomie subtile, on trouve les mêmes similarités que dans l'anatomie physique. Hein. L'anatomie, ça marche pour toutes les races de la Terre. Hein. C'est la même anatomie. Il y a des toutes petites variantes. Ce qui diffère le plus, c'est la couleur de peau, la forme du visage, mais l'anatomie dans les moindres détails est la même. Et donc, pareil pour le corps subtil, les courants d'énergie dans le corps subtil sont les mêmes, mais après, on les exprime avec des vêtements culturels qui sont un peu différents. Hein. C'est vrai qu'on reconnaît l'origine de quelqu'un aussi, on peut reconnaître à son vêtement. Donc, c'est pareil pour la manière de parler de la rencontre des canaux d'énergie dans différentes cultures. Il y a des images qui sont différentes, mais quand on sent les images, on s'aperçoit que ça correspond au même courant d'énergie, en particulier les 3 courants d'énergie du canal central Sushumna et d'Ida et Pingala. Okay. Vous consacrez un chapitre entier à l'exercice de redressement de la langue appelé Kichari Mudra, qui est très important dans le yoga indien. Alors, pouvez-vous un petit peu expliquer et exposer ce que vous dites là, dans ce chapitre? Oui, donc je peux signaler d'emblée que c'est très important aussi dans les pratiques de médecine taoïste et de médecine spirituelle chinoise. En Chine, ils ne sont pas religieux au sens croyance en un Dieu créateur, etc., mais ils ont beaucoup de pratiques qui sont quand même religieuses et des pratiques qui sont à mi-chemin entre le spirituel et le thérapeutique. C'est pour ça aussi que les pratiques chinoises ont pas mal de succès en Occident en ce moment, parce qu'il y a ce côté très pragmatique. On ne demande pas de croire en une métaphysique précise, mais on demande de pratiquer, de vivre des choses dans le corps et d'avoir une meilleure santé grâce à ça, à la fois physique et psychique. Et donc, il y a en particulier un mouvement qui a eu 30 millions de membres à son apogée, c'est le Falun Gong. Et donc, dans le Falun Gong, ils utilisent beaucoup ces redressements de la langue et ils en déduisent beaucoup de bénéfices pour la santé physique et psychique. Et vous savez sans doute que c'était tellement important, il y avait beaucoup de communistes aussi, de membres du parti qui étaient membres de ce mouvement, qu'ils ont eu peur d'une révolution et du jour au lendemain, ils l'ont interdit. Mais c'est vrai que les membres du Falun Gong ont fait une erreur parce qu'ils se croyaient très puissants avec 30 millions de membres. Et à un moment, ils ont dit on va faire une manifestation surprise parce qu'ils n'étaient pas contents avec certaines décisions du Parti communiste. Et donc, à plusieurs milliers, ils ont entouré, encerclé par surprise le siège du Parti communiste à Pékin. Et donc là, le Parti communiste a pris peur et donc, comme ils sont dictatoriaux, ils les ont massacrés, ils les ont mis en prison, etc. Le fondateur a pu échapper parce qu'il s'est réfugié aux États-Unis, mais il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens torturés, puis ils ont interdit ce mouvement. Voilà, donc à la manière d'une dictature. Mais ça n'empêche que donc ce mouvement de redressement de la langue est très connu en Chine et il lui attribue beaucoup de bienfaits.
Donc, quels sont les bienfaits d'après la littérature sanscrite et ma propre expérience? Donc, il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui a été publié en Inde par un ami qui s'appelle Alvaro Enteria, qui est arrivé en même temps que moi à Bénarès dans les années 85-87. Je pense qu'il est arrivé, lui, 1 ou 2 ans avant moi. Et il s'est marié à Bénarès, il a 2 enfants. Maintenant, il a pris sa retraite, il a beaucoup publié de traductions de textes ou d'études sur la tradition hindoue qui sont des livres bien approfondis. Et donc, ce petit livre sur la Ketchari Vidya, qui a été traduit par des spécialistes Oxford qui existe aussi donc en édition anglaise, c'est-à-dire la connaissance de Ketchari, de ce redressement de la langue, et ça donne beaucoup d'éléments pour méditer directement sur ce redressement. Dans l'ensemble, hein, ce qu'on peut comprendre en étant proche aussi de la physiologie des émotions, c'est que quand on a des émotions perturbatrices, la plupart du temps, la langue part vers l'avant et se contracte. Et donc, quand on est en colère, par exemple, la langue va se coller derrière les incisives inférieures et on la contracte et elle fait bloc avec les mâchoires. Quand on est dans la gourmandise, on a envie de sortir la langue pour lécher une glace, par exemple. Donc, la langue part à l'horizontale. Quand on est dans la médisance, on dit des méchancetés contre les autres et on dit qu'on est une langue de vipère. Donc, c'est aussi l'image de la langue qui part vers l'avant. Dans l'érotisme aussi, la langue part vers l'avant. Donc, dans les émotions de base, on a la langue qui part à l'horizontale. Et là, ce qu'on fait dans Ketchari, on la met à la verticale. Donc, ça fait comme un croisement. Et le croisement, hein, quand on le fait comme ça, c'est le stop. Hein, sur le bord des routes, hein, pour dire stop, ou pour dire danger, pardon, pour dire danger, on fait le croisement et c'est un signe qui veut dire arrêter. Hein, et donc, avec ce signe, on peut stopper le mental. Donc, quand on fait le croisement entre le mouvement de la langue ordinaire et le mouvement de la langue en Ketchari, on contribue à stopper le mental. Hein, Oui, mais redresser la langue, c'est pas en quelque sorte la tendre, alors que dans la méditation, il faut détendre. Alors, curieusement, donc, quand on redresse la langue, on l'enroule légèrement vers l'arrière et c'est une position de repos. Alors, en Inde, on dit, je ne sais pas si les obstétriciens occidentaux l'ont observé aussi ou les sages-femmes, on dit que l'enfant né avec la langue en ketchari, donc plutôt vers l'arrière, redressé puis enroulé vers l'arrière, et qu'il déroule la langue avec son premier cri. Et donc, quand on fait ketchari, on revient à un état avant la naissance. Donc, c'est aussi symbolique, hein, revenir à l'état avant l'état de silence avant la naissance, avant le premier cri. Et voilà, donc c'est un état de stabilité où on ne se plaint pas, voilà, puisqu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas de pleurs. C'est l'état de stabilité, de contentement intérieur qui est aussi représenté et encouragé par la pratique de Ketchari. Alors, le conseil le plus important pour Ketchari, tu parlais de tension, effectivement, c'est de redresser la langue sans la tendre et surtout de bien détendre la mâchoire. Parce qu'il y a un réflexe, quand on va toucher le palais avec la pointe de la langue, à ce moment-là, on a l'impression d'avoir la nourriture dans la bouche, puisque c'est en gros quand on a de la nourriture dans la bouche que le haut du palais est stimulé. Et à ce moment-là, on se met à mâcher automatiquement. Et quand on se met à mâcher, ça devient une tension de la mâchoire même si on n'a pas de nourriture dans la bouche. La mâchoire inférieure. Pardon? Détendre la mâchoire inférieure. Détendre la mâchoire inférieure, oui, parce qu'il y a ces gros muscles, les masséters, qui sont liés à l'agressivité et donc aux émotions perturbatrices, la peur, la jalousie, l'avidité. Et donc, il faut vraiment les détendre. Et donc, ce Ketchari, c'est à la base un travail pour détendre les émotions perturbatrices. Donc, mais comme souvent en yoga, on va chercher l'émotion perturbatrice, c'est-à-dire on va chercher la tension de la mâchoire en redressant la langue, et là, on travaille vraiment à la détendre, la détendre, la détendre. Donc, on va titiller les émotions perturbatrices. C'est un peu comme l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, dans les travaux d'Hercule, sort des têtes du marécage, et à chaque fois qu'il y a une tête qui sort, il y a Hercule qui la coupe. Et donc, c'est un long travail. Et donc, en redressant la langue, on fait sortir les têtes de l'hydre de Lerne, c'est-à-dire on fait sortir des tensions dans les mâchoires qui correspondent à la colère, à l'avidité, à la peur, etc. Et à chaque fois, on détend, c'est-à-dire on coupe une tête de plus. C'est un travail herculéen, mais quand on le fait à long terme, on a les résultats. La dernière question, Jacques. Pourquoi la droite, dans l'immense majorité des cultures, est-elle considérée le côté favorable?
Alors déjà, donc, établir que c'est le comté favorable dans l'immense majorité des cultures. Et donc, il y a des anthropologues qui ont fait ça. Vous savez, les structuralistes en anthropologie s'insistaient sur le fait que beaucoup de choses dans la culture, enfin beaucoup de choses dans le savoir humain et dans les croyances humaines est une construction de la culture. Et donc, il disait ça, et donc, il voulait le prouver en allant chercher des cultures primitives et peu connues qui avaient la gauche comme bon côté. Eh bien, ils n'en ont pas trouvé. Ou alors, ce qu'ils ont trouvé, c'était des choses facilement explicables par des hasards de l'histoire. Par exemple, chez les Tibétains, les bouddhistes qui viennent d'Inde ont la droite comme bon côté, donc, et les bœnes, et quand ils tournent autour de leur temple ou de leur… les bœnes utilisent beaucoup les murs, donc à pas de main, hein, les murs de pierre, et quand ils tournent autour, ils laissent le mur non pas à droite, mais à gauche. Et ils font le contraire des bouddhistes. Mais c'est parce que depuis longtemps, c'est l'autre religion du Bouddha, du Tibet, c'est la religion qu'il y avait avant le bouddhisme, et du coup, ils s'opposent au bouddhisme de toutes sortes de manières. Mais bon, c'est juste pour s'opposer au bouddhisme. Et pareil, quand les empereurs mongols ont conquis la Chine, l'étiquette absolue dans la cité interdite, c'était d'avoir le premier ministre à droite de l'empereur. Et les Mongols, pour faire le contraire, ont mis le premier ministre à gauche. Voilà, mais c'était juste pour s'opposer aux prédécesseurs. Ce n'était pas quelque chose de profond dans leur tradition. Dans les traditions profondes, la droite est le bon côté. Et dans la Bible, hein, Jacob a voulu donner un bon nom à son 12e fils. Et au début, il lui a donné un premier nom. Puis au bout d'une semaine, il y avait la cérémonie. Il avait encore le droit de changer de nom. Et donc, il a changé le nom et il l'appelait Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Yamin, c'est la droite en sanskrit, en arabe, enfin en arabe en arabe aussi. et en hébreu. Et à mon avis, il y a un rapport avec Yama, qui veut dire le contrôle en sanskrit. Et donc, le dieu Yama, le dieu de la mort, c'est celui qui contrôle tout le monde parce que tout le monde meurt. Et donc, le contrôle, on le fait avec la main droite. Hein, c'est le côté solide. Et donc, à mon avis, il y a un rapport entre Yamin, la droite en hébreu et dans les langues sémitiques, et Yama, le dieu de la mort, c'est le dieu du contrôle, et on contrôle avec la droite. Tout le monde utilise la main droite aussi. Alors, donc, il y a 11% de gauchers, hein, Très et peu. c'est dû à quelque chose de génétique. Et donc, les gauchers, à part quelques situations très particulières, par exemple au niveau des instruments pour les tailleurs, les couturiers ou les chirurgiens, où là, c'est mieux d'être droitier, mais sinon, dans la vie sociale, ils ne sont pas tellement discriminés. Hein, il n'y a pas de vraie discrimination. On ne tue pas les gauchers parce qu'ils sont gauchers. De temps en temps, on se moque un peu d'eux, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, ce n'est pas une caractéristique qui mène à une discrimination sévère du tout. Alors, on dit que les gauchers contrariés, ils ont des tas de problèmes, mais on en revient maintenant. Ça a été un peu une mode dans les années 60 avec la libération de mai 68. On se disait obligé à utiliser la main droite en écriture, c'est terrible. C'est le grand capitalisme qui opprime les pauvres prolétaires. C'était toute cette ambiance-là. Mais après, on est revenu, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tellement de troubles avec un gaucher contrarié. Alors après, ça dépend de l'ambiance. Hein. C'est comme partout en éducation. Si la personne qui dit, l'institutrice dit, mon enfant, c'est vrai que spontanément, tu écris avec la main gauche, mais ce serait bien aussi que tu apprennes à écrire avec la main droite et qu'elle le fait avec amour. À ce moment-là, probablement, il n'y aura pas de problème. Mais c'est comme d'autres choses en éducation. S'il y a un instituteur ou une institutrice qui est dictateur et qui torture l'enfant pour lui faire passer la main gauche ou la main droite, là, ce sera traumatique. Mais ce n'est pas à cause du passage main gauche, main droite, ce sera à cause de la manière dont c'est fait. Donc ça, c'est beaucoup en éducation. Par exemple, moi-même, j'étais gaucher, je me souviens très bien, et puis on m'a dit non, c'est mieux de poursuivre avec la main droite, mais on était dans un petit cours, on n'était que 5-6 enfants, avec 2 vieilles demoiselles qui étaient très gentilles, qui nous donnaient tout le temps des bonbons, des gâteaux, etc. On les adorait, et donc j'ai aucun mauvais souvenir d'avoir passé de la main gauche à la main droite. Voilà, c'était juste un exercice, c'était amusant. J'avais plutôt tendance à faire les choses avec la main gauche, puis je vais essayer avec la main droite, j'ai vu que ça marchait aussi avec la main droite, et j'ai des souvenirs de ça comme d'un amusement et pas d'un traumatisme. Mais je comprends que pour d'autres personnes, si les instituteurs étaient sévères et tapaient
taper sur les doigts, etc. Ça peut être un petit peu traumatisant, mais il ne faut pas exagérer. Donc, on a étudié de près les gauchers qui sont devenus droitiers et ils n'avaient pas de séquelles bien importantes. Il y a toujours aussi les Anglais qui circulent à gauche au lieu de circuler à droite. Oui, c'est ça. Hein, et, Et les Indiens qui ont suivi les Anglais. oui, 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 oui. Et puis alors, il y a la question de la gauche et de la droite en politique. Et là, il y a une origine historique qui est connue et récente finalement. C'était le premier directeur de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, la première Assemblée nationale, donc la constituante. Il était plutôt royaliste, lui. Et donc, il a dit, ceux qui sont en faveur du royalisme traditionnel se mettent à sa droite, à ma droite, et dans l'hémicycle, et ceux qui sont contre le roi et qui voudraient changer la monarchie se mettent à ma gauche. Donc, c'est un peu pour dévaloriser les révolutionnaires, les jacobins. Voilà, c'était à cause de son goût personnel, mais ensuite, ça a marché. Et donc, les gens de droite sont devenus les gens conservateurs et les gens de gauche, les gens plutôt progressistes. OK, je crois moi j'ai terminé mes questions. S'il y a des gens qui veulent poser d'autres questions ou leurs questions, ben, ils peuvent le faire maintenant avant de clôturer cette séance qui a déjà bien duré. Oui, voilà, Geneviève. Geneviève. J'ai pensé à ce que tu disais tout à l'heure sur Marc qui supportait difficilement d'être dépassé par son disciple. Et alors, ça, c'est de l'ego? Alors, j'ai dit ça dans quel contexte? À propos de l'ouverture des canaux d'énergie ou... Tu parlais de Vijayananda tout au début. Oui, c'est ça. Mais donc, c'était quand il ouvrait ses canaux d'énergie. Oui, et qu'il était devenu, qu'il prenait la main pratiquement. Mais non, il prenait la main sur lui-même et prenait pas la main sur Ma. Donc, c'était pas de l'ego. Elle avait ri, hein, et ça avait tout coupé, évidemment. Mais alors, ah oui, c'est ça. Non, mais c'est pas parce qu'il prenait la main sur Ma, c'est parce qu'il risquait un délire de toute puissance. Hein, ça se voit chez les yogis. Des fois, ils pètent un plomb et ils pensent qu'ils vont sauver le monde et ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Hein, voilà, donc ça arrive. Et donc, elle a vu ça parce qu'il m'a dit, je me sentais tout puissant. Et il sous-entendait qu'il faisait même des débuts de miracles. Et ça, c'est pas bon pour un sadhaka, se sentir tout puissant. Et donc là, elle a cassé ça. Mais ce n'était pas vis-à-vis d'elle, c'était pour lui, pour le sauver de l'hôpital psychiatrique peut-être. Je voulais te demander aussi, la connaissance, c'est vidya. Ça s'écrit comment VI? Oui, alors il y a deux mots pour connaissance. Vidya, V-I-D-Y-A, donc la connaissance de Ketchari, Ketchari Vidya. Mais sinon, il y a Jnana et Vijnana. Jnana, c'est la connaissance générale et Vijnana, c'est la connaissance détaillée. Donc, ça a donné Vigyan en hindi, qui veut dire la science. Mais ça a aussi le sens de connaissance spirituelle, de connaissance suprême, la connaissance de tout au sens du soi. Pardon? Ton nom même? Oui, c'est mon nom, oui, Vigan Anand. Donc, féliciter la connaissance suprême, c'est comme ça que le Swami Vijayanand le disait. Et Vijayanand, ça veut dire féliciter la victoire suprême. Jaya, c'est la victoire. Mais alors là, dans ce cas-là, ça viendrait de Vijana. Alors, donc, Ketchari, oui, de Vijaya. Et là, c'est Vijnana. Mon nom, c'est Vijnana. En hindi, c'est Vigan. Et en sanskrit, c'est Vijnana. Comment tu l'écris? Alors, en sanskrit, c'est J-N tilde A. Non, pas en sanskrit, mais pour nous. En hindi, Vigyan, V-I-G-Y-A-N. Voilà. Et ça, Jhana, ça peut passer. Ça, c'est la connaissance. Connaissance suprême. Suprême. Gyan, G-Y-A-N en hindi, c'est la connaissance. Et Vigyan, c'est la connaissance suprême. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, apparemment, non. Donc, on rappelle que notre rendez-vous, c'est après-demain
avec le troisième interview avec Tenzin Palmo. Tu lui as envoyé les questions, tu as reçu les Oui, miennes? oui, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais l'envoyer tout à l'heure. Moi, je viens de les terminer, je suis en train de les D'accord, traduire. et tu me mets en copie, comme ça, je saurai un peu, voilà. Bon, ben c'est bien. Et moi, j'ai presque terminé la transcription en anglais et il y en avait un paquet à faire et je vais relire, je pense, ce soir ou demain matin et puis essayer de autrefois, la mettre en ligne. tu n'as pas introduit les questions, il faut les bien introduire, les questions que je t'ai envoyées. On parle ça, du je l'ai deuxième fait. interview. Hein? Oui, le second interview, j'ai copié-collé les questions que tu avais écrites, donc c'est exactement ce que tu as lu, voilà. Oui, oui. C'était Louisa, elle avait un peu résumé les questions, mais au fait, très peu, j'ai regardé. Non, La plupart des questions il y a étaient d'autres exactement questions, ce que tu avais dit. parce que ce n'est pas uniquement les questions écrites, il y a d'autres questions que j'ai posées. Les questions orales, on les a transcrites aussi. Oui, on les a transcrites exactement, il n'y a pas de problème. Parce que tu as posé des questions intermédiaires, elles sont transcrites. Avant de publier, envoie-la-moi pour que D'accord. Je jette un coup d'œil, que ça soit bien fait et correct. D'accord. D'accord. Donc, et ce que tu as fait, c'est le texte anglais ou aussi la traduction française? La traduction française, là, je l'ai mise en ligne. C'est Geneviève qui a relu. Et puis, voilà. Et puis, là, je vais la faire. Ça, c'est assez rapide avec DeepL. Et puis, je relis une fois. Et puis, je corrige un petit peu. Mais ça, c'est assez rapide. Mais transcrire, c'est un peu long parce qu'il faut écouter phrase à phrase. OK, donc envoie-la moi avant de publier, que je regarde un petit peu sur toutes les questions. D'accord. Voilà. Un super intervieweur, Louis. Oui, il vous tire les verres du nez. Il devrait travailler pour la police. Merci, c'est gentil, Geneviève, c'est très gentil. On essaye de faire le... je suis journaliste de profession, donc c'est pas étonnant. Oui. Bravo. Et donc, tu t'occupes toujours de la section culturelle de El Alamein? Oui, oui, oui. Et ça paraît tous les mois ou tous les semaines? Tous les mois, tous les mois. Tous les mois, oui. Et tu fais combien de pages en moyenne par mois? 2, 3? Avant, c'était 30. Après, maintenant, ils ont réduit une dizaine. Une dizaine, c'est quand même, oui, il faut les sortir. Oui, oui, il faut les sortir. Voilà. Et tu fais quel sujet? Parce que ce n'est pas que des sujets religieux, il y a toute la culture. Oui, tu fais l'art aussi. Il y a un petit peu culturel, il y a histoire du Liban, il y a surtout lecture et lecture critique de livres. D'accord. J'essaie toujours ça doit te prendre du temps. Au moins un livre de spiritualité par mois. D'accord, d'accord, oui, oui, oui. C'est pour ça, pour toi, tu poses des questions à Tenzin Palmo souvent et autrefois, ils ont râlé. Et il faut vraiment des questions un peu courtes, pas une question d'une dizaine de lignes, c'est trop long. Non, mais je n'en pose pas comme ça, moi. Voilà. Il y en a une, s'il y en a une, j'explique, c'est une question un peu précise. Tu m'as envoyé dernièrement, il y a 2, 3, chaque question en 10 lignes. Non, non, il y en a une où j'explique parce qu'effectivement, c'est sur un point précis. Il ne faut pas mettre par professionnalité, je te donne les questions et toi, tu les mets sur sur le chat. Il ne faut pas que les gens, il doit y avoir un minimum de suspense dans un interview. Ah, oui. Si les gens ont tout sous les yeux, ils ont les questions, ils ne vont pas. Ils n'ont pas encore les réponses, c'est ça le suspense. Attends, mais c'est pas. Les questions, c'est pas important. Trouve-moi un programme là où on donne les questions déjà au préalable. La première fois, tu les as envoyées déjà avant. Oui, c'est pour faire venir les gens. Ça c'est trop. C'est pour faire venir les gens. Il faut garder un minimum de suspense, c'est pas professionnel. Ce que tu fais. On ne donne pas la question juste et même avant la séance. Oui, mais toi, tu es de la vieille génération, tu es de la génération avant Internet. Maintenant, avec Internet, ça circule plus vite. En matière de journalisme, moi qui enseigne, tu sais, le journalisme dans les universités, c'est une faute grave, c'est une connerie même de faire ça. Non. Mais là, on est dans la spiritualité, on n'est pas dans le business. La première fois, tu as envoyé les questions avec l'invitation aux gens. Que voilà, on va leur poser à Tenzin Palmo ces questions.
Ouais, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Ça, Pour qu'ils c'est sachent énorme. à quelle sauce Une ils allaient faute, être mangés. une faute très grave en, en- en journalisme. En journalisme, on ne se Ouais, permet mais pas de moi, je faire ne suis ça. pas un journaliste, je suis disciple. Même, il faut garder, et surtout, moi, je pose beaucoup de questions intercalaires. Les questions que je mets, c'est uniquement des grandes lignes. Parce Oui, oui, qu'il y a toujours, on dit dans le journalisme, il faut qu'une réponse suscite une question. Sinon, c'est plus oui. un débat. C'est quelque chose de Il faut très relancer la balle, oui, c'est standardisé. sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire avec toi et avec Tenzin Oui, Palmo. J'extrais de ces réponses des questions pour qu'il y ait vraiment un débat vif, que ça ne oui, soit pas standardisé comme ça, question-réponse, question-réponse. Ça devient artificiel. oui. Pourquoi tu ne fais pas l'interview avec la traduction simultanée directe sans qu'on ait à passer le texte ensuite? Et Comme avec tu la... le fais, comme tu le fais en franco-arabe, quand on fait le mercredi? Bah, ça prend plus de temps, c'est-à-dire on essaye. Non, euh, pas Tu veux que je tellement. lui pose la question en français et en arabe, Non, et en non. français et en anglais? En anglais directement, et puis elle répond et tu traduis tout de Je suite. lui pose les questions en anglais, pas en français. Oui, et elle Non, répond tout de mais suite. oui, ce que veut dire Geneviève, c'est que je traduis phrase à phrase ou deux phrases par deux phrases en français. En simultané. Oui. Mais si tu veux l'idée, on en a parlé déjà avec Louis au début, c'est que je ne suis pas Tenzin Palmo, donc Tenzin Palmo, on ne l'a pas comme ça. Et donc, on n'a que 2 heures tous les 2 mois et on veut faire un Ouais. livre avec. Donc, on Espérance, presse le c'est-à-dire citron on a tant qu'on peut. commencé par 1 heure, la deuxième fois, elle a accepté qu'elle soit pour 1 heure et demie. Cette fois, je tirais encore, je vais lui envoyer 20 questions pour avoir au moins 2 heures, Pour un peu l'occuper moins pendant que deux deux heures, heures. oui. C'est-à-dire, Voilà. Et petit puis à pour petit, les on gens essaie bon, de qui ne comprennent tirer. pas, Mais ils peuvent venir à la session de rappel puisqu'on a fait la session voilà, de parce traduction. qu'on ne va pas perdre du temps en traduisant alors qu'on l'a une fois chaque 2 mois. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Et on veut Voilà. vraiment se concentrer sur eux, qu'elle puisse vraiment répondre. Puis on lui écrit d'avance et elle travaille, hein, elle prend des notes et elle ne veut pas oublier ce qu'elle dit, etc. Donc c'est bien. Et parce qu'elle sait aussi, elle a compris que c'était pour un livre. Donc voilà, elle veut dire une Oui, réponse elle complète à prépare chaque fois. bien et vraiment, ses réponses sont très riches. Et tous les gens qui voient, qui regardent sur YouTube, après, ils m'envoient, ils m'écrivent vraiment un grand merci. Vous avez fait un grand boulot. C'est une interview très intéressante. C'est-à-dire, il y a des gens qui suivent maintenant ce qu'elle dit. Oui, et des arabophones, parce que tu traduis en arabe aussi, enfin, les choses, oui, oui. Est-ce que Voilà. tu as reçu, Jacques, la petite biographie que j'ai écrite de Tenzin Palmo pour Régine? Oui, donc tu l'as envoyé? Oui, à toi aussi. Oui, Et ça, tu j'ai pas eu le m'envoies temps de une l'ouvrir, copie, hein, s'il mais te on sait, plaît, ça j'en doit être aurai OK. Hein. besoin. Je vais l'envoyer à Louis. Oui, oui, maintenant. Oui, oui. Oui. Donc, et voilà déjà le thème essentiel de notre troisième interview. Ça sera tiré de ce livre, donc, Un ermitage dans la neige. C'est Oui, il est bien. essentiellement biographique. Donc, je vais lui poser D'accord, des questions sur sa propre vie, d'accord. Très bien. en prenant bien sûr les citations de ce livre. D'accord, très bien. Oui, oui, c'est une bonne Oui, idée. donc, et c'est une idée parce que quand les gens ont envie de la connaître un peu plus, son Oui, oui, oui. itinéraire, sa propre expérience de méditation, sa relation avec son maître, sa Oui, relation avec le Dalai Lama, je vais lui poser des choses et que j'ai tirées de ses propres paroles. oui, 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 oui. Alors, Oui, ça sera intéressant. je vais te l'envoyer, la biographie, elle fait une grande page. Oui, oui, en voilà. Peut-être je pourrais m'en inspirer pour une question. Voilà, la D'accord. question principale. Voilà. OK. Yallah. Et merci pour tout le monde. Et Très bien. à Merci. après-demain. Merci beaucoup. À après-demain. Voilà. À mercredi. Oui. Au Donc, revoir. j'arriverai peut-être vers 17h40. Non, j'arriverai à l'heure, oui, j'arriverai Ah, à bah, l'heure. si c'est avec Tenzin Palmo que tu vas arriver en retard. Donc, Oui, 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 tu vas oui. arriver à Non, je vais temps. m'arranger avec le petit groupe ici. Voilà, oui, c'est Tenzin Palmo, oui. J'arriverai donc vers 17h10, quelque chose Oui, comme oui, ça. avant Oui. le temps, parce que déjà, Oui, pour oui, te oui. saluer, etc. Elle aime te voir. Fois, Allez, il est où, Jacques? Where is Jack?
Elle a répété 2 fois. Where is Jack? Il est déconnecté. Donc, ne fais pas cette connerie, hein? Oui. Jacques, Allez, merci au revoir. merci d'avoir téléchargé. J'ai vu. Oui. Très Merci. bien. Au revoir. Au revoir.